Bonjour à toi, cher spectateur. House of Gucci de ce cher Ridley Scott. C'est bon. On va dire qu'on va mettre sur le compte de la pandémie que les deux films, donc Le Dernier Duel et House of Gucci, sortent à peine un mois d'écart et sont tous les deux réalisés par Ridley Scott. Parce que je pense foncièrement que c'est compliqué de réussir à mettre en scène deux films aussi imposants aussi rapidement. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir un réalisateur nous pondre deux films à un laps de temps aussi petit. Et du coup, en même temps, c'est assez excitant parce qu'on se dit qu'on va le retrouver un petit peu dans la même vibe que le précédent long métrage. Et clairement, sur le papier, ça avait l'air génial parce que Le Dernier Duel était un très bon film. Mais du coup, on pouvait aussi se demander si c'était pas un film qui avait été potentiellement fait à la va-vite. Le résumé pour faire simple, Patrizia Reggiani est une jeune femme pleine d'ambition qui travaille dans l'entreprise de son père. Un soir, dans une soirée mondaine qu'elle a décidé de squatter, elle fait la rencontre d'un homme qui va changer sa vie, Maurizio Gucci. Euh... J'arrive pas à savoir ce qui s'est passé sur ce film. Pour la simple et bonne raison que je trouve House of Gucci assez mauvais. Sans pour autant dire qu'il s'agit d'un mauvais film. C'est un film qui est hyper maladroit. C'est un film qui a une forme très bizarre, qui a une manière d'être conçu qui est étrange, loufoque, assez bariolé. C'est un film qui part dans tous les sens. C'est un film qui passe son temps à vouloir à la fois être une grande œuvre épique et en même temps qui cherche surtout à être une œuvre très intime autour de deux amoureux au sein d'une famille complètement hors norme. C'est un film qui ne tient pas sa promesse de base qui est de réussir à raconter avec le plus de clarté et surtout le plus d'intensité possible la montée en puissance d'une maison de la mode des années 70 jusqu'à nos jours. Parce que clairement, le film se perd. Le film se perd dans une espèce d'étalement de scènes souvent clichés, souvent grossières, et on en parlera surtout, on se retrouve devant typiquement l'exemple du long métrage où on a un réalisateur qui est tellement obnubilé par sa manière de filmer qu'il en oublie de parfaitement diriger ses acteurs, et du coup, ça part en vrille, et on aura beau me dire ce qu'on veut, parce que je vois plein de gens être dithyrambiques là-dessus, les acteurs dans ce film ne sont pas bons. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi, il renforce cette sensation que le film qui se déroule devant nous n'est pas à la hauteur de ce que l'on aurait dû avoir, je pense. Enchaîner les films est une prouesse que peu d'auteurs parviennent à réaliser de nos jours sans commettre de nombreuses erreurs de création, amenant la fabrication d'objets de cinéma ne parvenant pas à nous captiver de bout en bout, ou même pire, ne parvenant pas à mettre en forme l'idée qu'ils avaient à la base. Ridley Scott, qui nous offre donc son deuxième long métrage en un mois, ne parvient pas ici à donner lieu au film que l'on aurait pu attendre à la base. Partant dans une direction cinématographique très étrange, oscillant entre la caricature et l'œuvre en totale improvisation, ne parvenant pas à donner lieu au portrait de la famille Gucci que l'on attendait, mais une grossière caricature d'un cinéma grandiloquent et trop lacrymal. En termes d'écriture, le film est donc basé sur le bouquin La famille Gucci de Sarah Gay Farden, écrit donc ici par Roberto Bentivegna ainsi que Becky Johnson. Et c'est franchement ce scénario, en soi, sur sa base cinématographique et dramatique, il est très intéressant. Parce que sur le papier, vouloir créer de l'immersion avec des personnages extrêmement antipathiques, si l'idée peut être casse-gueule, elle est également très intéressante. Parce que en termes de pure caractérisation de personnages, d'immersion, de création, de narration, ça pousse un auteur du coup à être très créatif, à se dire je ne peux pas me baser sur les caractères de mes personnages, donc il faut que je fasse autre chose pour réussir à l'emporter là-dedans. Ce qui est intéressant du coup, c'est qu'il y a cette pluralité de points de vue qui est absolument géniale, qui permet du coup de pouvoir un petit peu contrebalancer les regards de chacun. Ce qui fait que Patrizia, plus elle avance, plus finalement on pourra avoir de la sympathie pour elle parce que la famille qu'elle rencontre est tellement bariolée et hors norme que du coup, elle semble presque simple et finalement plutôt naturelle. Et du coup, ça peut jouer là-dedans. Mais Johnson et Bentivegna, ils se perdent. Ils se perdent complètement dans un scénario qui raconte pas grand-chose. Raconte pas grand-chose pour la simple et bonne raison que vraiment, je pense foncièrement que ce film n'a pas été écrit avec les meilleures intentions du monde. A été écrit presque avec des intentions, je dirais pas nauséabondes, mais un peu étranges. Enfin, je veux dire, quand on veut faire un biopic sur une famille, aussi loufoque, déjantée, complètement dingue soit-elle,
faut toujours avoir ce petit recul qui permet tout de même de créer quelque chose qui ne soit pas condescendant envers les personnes. Or, je trouve que dans son écriture, le scénario de ce film est très condescendant envers la famille Gucci. Et jamais pour les bonnes raisons. Ça n'est jamais dans le sens où il faudrait réussir à parfaitement cerner les personnages. Non, on dirait juste qu'il y a une espèce d'envie de vouloir faire de la caricature très grossière et très forcée. Et honnêtement, je ne peux pas dire que ça soit une bonne démarche, parce que du coup, le scénario qui en découle n'a pas grand-chose à nous transmettre. Simplement une vague romance très fleur bleue et très à l'eau de rose qui réussit pas à nous entraîner jusqu'au bout. Johnson et Bentivegna ne semblent vouloir extirper du roman de Geforden que le côté sensationnel de la romance entre Maurizio et Patrizia, donnant lieu à un espèce de long pamphlet romantique et pseudo-romanesque autour d'une manière de regarder deux protagonistes chercher à s'emparer l'un de l'autre. Si l'idée est alléchante sur le papier, c'est parce qu'elle l'est. Et clairement, dans ses premières minutes, cette forme narrative nous captive totalement et nous emporte dans un élan que l'on pourrait apprécier, mais qui retombe beaucoup trop rapidement, ne laissant la place qu'à une triste série d'événements un peu trop romantiques et à l'eau de rose pour réussir à nous convaincre. En termes de mise en scène, Ridley Scott est un très bon metteur en scène, mais ça, c'est indéniable, c'est évident. Ce qui pose problème, en fait, c'est quand il se met au service de scénarios qui peuvent sonner comme ça. Là, par exemple, je trouve que ici, en termes de pur visuel, il me rappelle beaucoup le travail qu'il avait fait sur Cartel ou The Counselor, qui était, pour le coup, je trouve, vraiment un bon film. Un film qui peut-être avait une forme très bâtarde, un film qui peut-être avait une manière de concevoir les personnages et de concevoir l'intensité d'un récit qui pouvait un petit peu déstabiliser la plupart des spectateurs, mais pour le coup, la mise en scène que mettait Ridley Scott par-dessus ça était une mise en scène tellement énigmatique, tellement étrange, avec une vraie atmosphère, que du coup, on pouvait rentrer dedans. Et je trouve qu'ici, il cherche réellement à reconvoquer cette manière de mettre en scène les personnages et de mettre en scène les rapports qu'ils ont les uns entre les autres. Et par ce point de vue-là, Ridley Scott offre une mise en scène qui est vraiment forte. Mais c'est au service d'un récit pour lequel on a finalement peu d'empathie ou peu d'intérêt. Donc au bout du compte, on se retrouve encore une fois dans cette boucle incessante où Ridley Scott se met au service de récits qui ne sont pas intéressants. Donc on a beau saluer son travail de metteur en scène et dire que c'est intéressant, derrière, vu qu'il n'a pas grand-chose à nous raconter, nous on est devant ça et on se dit ouais, c'est bien foutu. Mais est-ce que je rentre dedans? Pas tout le temps. Ridley Scott tente de porter son film avec un certain panache, et il est indéniable que durant une grande majorité de son temps, cette œuvre résonne comme une belle promesse. Assez en forme visuellement, l'auteur emmène une grande majorité de son projet dans son côté strass et paillettes le plus classe et fou possible. Mais rapidement, comme évoqué avant, ce qui pose problème, c'est ce rythme beaucoup trop bâtard et pas assez concret, qui donne cette impression que l'auteur ne parvient pas à emporter avec assez de vigueur et d'intensité ce projet qui pourtant lui était si cher, mais qu'il ne semble jamais réussir à dominer pleinement, offrant par là même un ensemble qui a clairement du mal à tenir la route. En termes de casting, soyons simples, Jeremy Irons est le seul qui joue bien dans ce casting. Parce qu'à côté, on a un Jared Leto qui est complètement en roue libre dans le rôle de Paolo. On a un Adam Driver qui est vraiment décevant, je trouve, dans le rôle de Maurizio. Pour moi, il ne marche pas. On a un Al Pacino qui est complètement à la ramasse, qui en fait des caisses, qui, quand il commence à monter dans les scènes d'engueulade, est à la limite du ridicule. On a une Salma Hayek qui est très fantomatique et très en arrière-plan. On a une Camille Cotin qui est vaguement entraînante, mais qui n'arrive pas à porter assez bien son personnage. Surtout, on la voit à peine, ce qui fait que du coup, on n'a pas vraiment d'empathie pour elle. Franchement, ce casting, pour moi, il est décevant. Parce qu'il aurait vraiment pu porter le film, et au contraire, il le tire vers le bas. Et la performance qui démontre ça, c'est l'actrice principale, qui en soi n'est pas mauvaise, mais qui, par le fait d'être visiblement laissée complètement en roue libre, au bout d'un moment, elle se perd dans la manière de composer son personnage. Si Lady Gaga semble convaincante par une base de prestations assez imposante, elle devient rapidement, à l'image d'une bonne partie de ce casting, un peu trop proche d'une caricature grossière d'un personnage un peu trop lourd pour ses épaules. Au bout du compte, House of Gucci, c'est pas un bon film. C'est pas ultra mauvais, c'est juste que franchement, pour ce que c'est, ça a pas vraiment d'intérêt. C'est très long, je l'ai pas forcément dit, mais c'est très long. Les 2h40 de long métrage ont réellement du mal à passer. Et c'est bizarre parce qu'on est exactement sur la même durée que le dernier duel. Or, le dernier duel, lui, était beaucoup plus équilibré, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus clair dans sa forme. Ici, c'est 2h40 de divagation au sein d'une famille pour laquelle on n'a aucune empathie et on n'a pas de fascination. Parce qu'il n'y a pas assez de strass et de paillettes pour réussir à donner lieu à quelque chose de fort. Et au-delà de ça, il n'y a pas les acteurs qui sont assez concrets et assez justes dans leur performance pour réussir à nous tenir jusqu'au bout. Donc House of Gucci de Ridley Scott, non. Malheureusement, ça prouve que Ridley Scott, il faut qu'il se concentre sur un film et qu'il l'emmène correctement jusqu'au bout.
comme c'était le cas avec Le Dernier Duel, qui était un film qui portait depuis très longtemps pour réussir à donner lieu à quelque chose d'intéressant. Mais là, clairement, c'est long, c'est lent, c'est pas passionnant. À plus.